Bonjour à tous, bienvenue dans le grand débrief de la tech. C'est parti pour une demi-heure ensemble. On va débriefer de l'actualité avec mes commentateurs en plateau. Je vous les présente juste après. Vous êtes bien dans Smart Tech et aujourd'hui c'est le jour du grand débrief de l'actu. Autour de la table, Agatha Hidalgo, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des affaires publiques européennes pour France Digital. À côté de vous, Julie Jacob. Bonjour Julie. Bonjour. Avocate, fondatrice et dirigeante de Jacob Avocat. Et Henri Dagrin. Bonjour Henri. Bonjour Delphine. Délégué général du SIGREF. Alors, on va discuter aujourd'hui d'un grand moment de panique, j'ai envie de dire, dans le monde des LLM, des grands modèles de langage, avec cette arrivée tonitruante du chinois DeepSeek et puis la polémique autour du français Lucie. On va parler aussi de la France qui cherche 2,5 milliards d'euros sur 5 ans pour financer sa fondation sur l'IA. Et d'à côté, Meta, lui, qui prévoit près de 65 milliards de dollars d'investissement en 2025 dans le développement de l'IA. Mais je vous propose qu'on commence avec une campagne de sensibilisation au bon réflexe du numérique. Et oui, c'est important, elle a déjà été lancée, ça va durer jusqu'au 16 février 2025. On en parle avec Smara Lingu, bonjour. Vous vous êtes connecté avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice stratégie relations publiques de DocaPost. Le message que vous voulez faire passer, c'est le hashtag Prenez la confiance. Mais qu'est-ce que ça veut dire déjà? On en est où aujourd'hui des usages du numérique des Français? Bonjour, effectivement, le hashtag c'est Prenez la confiance et cette campagne, nous l'avons construite avec un consortium de 6 acteurs de taille en partant du principe, en fait, des enseignements qu'on voyait dans les études qui étaient publiées un peu partout, qui nous disent que 9 Français sur 10 ont des usages très installés en ligne, mais qu'un Français sur 2 n'a pas confiance dans ce qu'il fait en ligne. Donc en fait, cette campagne, elle est partie de là, elle est partie du constat qu'il y a la moitié de la population qui ne surfe pas en ligne, n'a pas des usages en confiance, alors que 7 Français sur 10 estiment que le numérique leur est devenu indispensable. Donc, on a créé du coup un consortium avec 6 acteurs, la Caisse des dépôts, Orange, l'INRIA, cybermalveillance.gouv.fr, DocaPost et puis la Croix-Rouge. Et notre objectif a été de lancer une campagne un peu massive, grand public, pour essayer d'apporter notre pierre et sensibiliser le public aux bénéfices d'un numérique de confiance du moment où les usages et les actes se font en bonne conscience. Alors avec autant d'acteurs impliqués, cette campagne, on va a priori être confronté, on va la voir à la télé, on va l'entendre. Est-ce que vous avez déjà vu quelques spots, vous, déjà, en plateau, petit sondage? C'est moi, non. Oui. Je ne suis pas encore tombée dessus. Oui, Julie? Oui, j'ai vu un spot pour centraliser les documents médicaux sur une plateforme médicale. Ouais. C'est vrai que ça permet de rassurer. Il y a eu beaucoup de cyberattaques, d'usurpation d'identité, de ransomware. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a un besoin d'être rassuré déjà sur l'identité numérique pour pouvoir faire des achats, des paiements. Donc, je trouve que c'est une initiative absolument formidable et attendue. Et alors, quels sont les bons réflexes? Vous pouvez nous partager des bonnes pratiques? Alors, ce qu'on s'est bien entendu, ce qu'on s'est rendu compte quand on a construit la campagne, on l'a faite d'abord en allant discuter avec les Français. C'était hyper important pour nous et on l'a fait à travers des ateliers un peu partout en France. On a fait en parallèle une campagne en ligne et on s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux qui étaient très importants autour de la protection des données sensibles et donc des usages spécifiques où le besoin de confiance était nécessaire. Par exemple, quand il s'agit de données d'identité, quand il s'agit de données liées à la santé, ou alors quand il s'agit de flux financiers avec des risques de fraude très importants. Donc la campagne, on l'a construite autour de ça, avec des messages qui peuvent paraître simples, mais qu'il faut dire et redire, qui sont utilisez les sites officiels, n'allez pas sur des sites sponsorisés que vous ne connaissez pas, mettez en place des d'ailleurs l'adresse dans son navigateur, petit conseil que je donne moi à mes parents régulièrement. Exactement. Et puis, par exemple, quand vous recevez un mail ou un texto qui vous invite à aller sur un lien ou activer un lien que vous ne connaissez pas, ne le faites pas tout de suite, prenez le temps, vérifiez l'authenticité de qui vous l'envoie et construisez-vous comme ça des réflexes qui vous protègent dans le monde numérique de la même façon que vous le faites dans le monde physique.
Merci beaucoup, Smara Lingu. On voulait vraiment montrer un petit peu ce qui se passe en matière de prévention, parce qu'il nous semble que c'est quand même très, très important vis-à-vis du grand public. Merci de nous en avoir parlé de cette campagne. Je rappelle que vous êtes directrice stratégique et responsable des relations publiques de DocaPost. Nous, on continue en plateau. D'ailleurs, je voulais vous garder sur ce sujet de la cyber, parce qu'on a un indicateur qui est paru, celui du CESIN, l'Association professionnelle des responsables de la cybersécurité. 10e baromètre avec... toujours plein d'enseignements qui nous permettent de voir un petit peu la différence entre les intentions puis la réalité. Qu'est-ce qu'on fait véritablement dans les entreprises? Alors moi, j'ai retenu quelques chiffres. Par exemple, 47% des entreprises qui déclarent avoir subi au moins une cyberattaque significative. Alors ça reste un chiffre stable quand même. Donc c'est aussi ce que vous voyez auprès de vos adhérents? Moi, ce que je constate, d'abord chez les adhérents du CIREF, qui sont les grandes organisations en France, les grandes entreprises, les grandes administrations publiques, ce taux de cyberattaque, lui, il a significativement baissé au cours de ces dernières années. Et on n'est plus dans la situation dans laquelle on était, par exemple, en 2017, 2018, 2019, où il y a eu véritablement là une prise de conscience de l'exigence de renforcer la cybersécurité au sein des grandes organisations, et les efforts très significatifs ont été faits. On estime que depuis 6-7 ans, c'est un facteur 3 à 5 d'augmentation des budgets consacrés à la sécurité numérique au sein des grandes organisations membres du CIREF. Alors ce qui est vrai, c'est que ce sont les organisations plus petites aujourd'hui qui restent très vulnérables, les PME, les ETI, les collectivités territoriales, les collectivités hospitalières, qui elles ont encore des efforts à faire, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a moins de compétences certainement, une prise de conscience qui est un peu plus délicate, et puis les budgets. Oui. Derrière, tout ça nécessite en tous les cas différents types d'accompagnement. Et ce qui va être d'ailleurs possible grâce à Nice 2, qui va consacrer des efforts très significatifs au sein de l'économie française. La directive européenne, oui. D'ailleurs, à ce propos, sur justement les intentions d'augmenter les effectifs cyber et les solutions techniques, eh bien ça diminue quand même, c'est ça qu'on voit. Moins 13 points, moins 15 points, respectivement. C'est pas un signal très rassurant, ça. Alors, je ne sais pas si c'est... parce que, j'imagine dans les grandes organisations, c'est sans doute pas le cas. C'est peut-être du côté des startups aujourd'hui, où ça reste un sujet compliqué, l'investissement dans la cyber? Il faut dire qu'une partie de la cybersécurité peut être de plus en plus automatisée aussi. On a énormément de startups qui se saisissent des technologies telles que l'intelligence artificielle, mais pas que, pour détecter de façon automatique les menaces. Et du coup, la conscience de la menace cyber, elle est présente, et la disponibilité d'outils pour y faire face pour être aussi avec moindre besoin du personnel pour le faire. Alors là, je voulais faire réagir l'avocate. En 2024, 62% des entreprises qui ont subi une cyberattaque ont porté plainte. Vous vous dites c'est déjà pas mal, ou vraiment là, on a encore un gros effort à faire? Je pense qu'on a encore un effort à faire. Après, ce que je peux souligner de très positif, c'est qu'on a un parquet numérique cyber qui existe, dédié aux infractions de cyberattaque, de cybercriminalité. Donc ça, c'est vraiment une vraie avancée, et avec des effectifs et des moyens totalement dédiés. En cas de cyberattaque, je pense que les entreprises sont un peu plus préparées aujourd'hui, c'est-à-dire mettre en place des process, dédie des équipes en cas d'incident et de faille. Et donc, du coup, la préparation fait qu'il y a peut-être une diminution que vous avez évoquée, je suis assez d'accord, du fait de ces préparations, de process en amont et de réparation quand il y a un problème, c'est-à-dire tout de suite porter plainte pour l'infraction qui s'appelle l'intrusion dans un système de données automatisées. Ça s'appelle l'intrusion dans un stade. Alors, sur l'intégration de l'IA justement dans les stratégies cyber, c'est encore un petit chiffre, c'est 35% des organisations seulement. Oui, mais ça va croître nécessairement, parce que aujourd'hui, compte tenu des volumes d'attaques et de la complexité des attaques, avoir des dispositifs qui permettent d'automatiser la détection, mais également le blocage de ces attaques et la remédiation immédiate, à travers des dispositifs qu'on appelle XDR. Enfin bref, aujourd'hui, il y a une vraie croissance de ce marché, avec des acteurs d'ailleurs français qui sont tout à fait intéressants sur le sujet, qui sont parmi des leaders, en tous les cas, sur le marché européen, comme Tetris ou Arfanglab, qui ont véritablement des produits qui sont excellents pour permettre justement d'automatiser cette détection et cette réponse à une attaque.
Ouais, même si ce qu'on voit surtout du côté des attaques, c'est beaucoup de phishing, toujours du phishing. Et là, il y a vraiment encore un sujet de sensibilisation. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Mais en tous les cas, pour les grandes organisations, c'est pas ce que l'on craint aujourd'hui. La vraie menace, elle pèse aujourd'hui sur ce qu'on appelle la supply chain IT ou la chaîne d'approvisionnement IT. Parce que quand vous êtes dans le cloud aujourd'hui, eh bien, vous n'avez plus chez vous les dispositifs qui permettent de maîtriser l'ensemble de la cybersécurité de votre IT. Et donc aujourd'hui, c'est une grande interrogation que l'on a, notamment avec NIS2. Comment est-ce que l'on reporte notamment des conformités chez les fournisseurs de services cloud. Et ça va être un des grands enjeux de mise en œuvre de NIS2 et de renforcement systémique des chaînes d'approvisionnement mondiales de l'IT. Allez, on enchaîne avec ce grand moment de panique dans les grands modèles de langage. Cette arrivée tonitruante du chinois DeepSeek et de son chatbot R1 qui revendique des performances supérieures à celles de ChatGPT, même dans cette version O1 d'OpenAI. Des fonctionnalités, c'est vrai qu'on retrouve absolument similaires finalement au chatbot auquel on s'est habitué. Et un coût d'investissement qui est bien en deçà de tout ce que nous ont montré les Américains. Vous avez joué avec, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous réagissez avec l'arrivée de ce DeepSeek chinois? Je n'ai pas encore testé. Oui. Comme on a pu voir sur Internet, les réponses ne sont pas toujours celles qu'on attendrait sur certains sujets sensibles pour le parti chinois. Mais au-delà de ça, DeepSeek, c'est surtout une bonne nouvelle pour l'Europe. Ça indique que la course à l'IA n'est pas du tout perdue, qu'on a encore notre épingle du jeu à tirer, et surtout que c'est possible de faire d'une façon différente à ce que les États-Unis nous ont imposé juste à présent. La maximisation des ressources à tout prix n'est pas la seule voie possible. Ce que ça nous montre aussi, c'est qu'il y a une convergence des performances des modèles. Et là où on peut avoir un vrai avantage concurrentiel, c'est justement dans les applications, dans les usages. Et là-dessus, l'Europe et la France notamment sont très forts. Nous, on vient de sortir un mapping des startups françaises de l'IA qui compte plus de 750 startups avec de l'expertise et de l'excellence dans des applications, par exemple dans la santé. Et c'est là où il faut accélérer et les investisseurs sont tous d'accord pour dire que la vraie valeur pour eux est dans les applications et c'est là où il faut trouver le marché. Et finalement... On aurait tellement aimé que cette surprise, elle vienne justement d'un produit européen. Je voudrais quand même qu'on module quand même ce constat sur DeepSeek. Alors d'abord, moi je l'ai beaucoup utilisé ces dernières heures pour voir ce que c'était. Sur ces derniers jours, on a constaté que l'adoption massive, le téléchargement massif, c'est absolument sidérant. Aujourd'hui, les performances, ça rame quand même pas mal. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que... Oui, mais c'est aussi du fait de sa technologie, de son choix technologique, puisqu'il travaille sur du renforcement. Oui, donc il y a beaucoup plus de temps sur la requête. Et puis il y a le victime de son succès, évidemment. Voilà. Et la deuxième observation, c'est qu'il faut rester très prudent sur les premières conclusions qui ont été faites. Hier, je lisais un article dans le Financial Times qui expliquait que OpenAI a des preuves que DeepSeek aurait distillé son modèle. Et donc, ça réinterroge quand même la réalité des performances de développement et de mise à disposition, de distribution de l'outil par rapport à ce qui a été annoncé. Moi, je reste extrêmement prudent sur ce sujet-là. Oui, alors il y a des suspicions effectivement sur l'entraînement, mais il y a aussi des suspicions même sur les infrastructures, les puces qui ont été utilisées. Vraiment, je crois qu'il faut rester très prudent sur les premières conclusions qui ont pu être apportées sur les performances annoncées par DeepSeek. Ça reste néanmoins un choc qui a quand même été salué par tous les grands acteurs de l'IA aujourd'hui, y compris aux États-Unis, jusqu'à Donald Trump, qui a dit attention les gars, la concurrence est là, il va falloir se réveiller. Ça reste un événement qui a créé un choc, même à Wall Street. Absolument. Je voudrais quand même soulever 2 points par rapport à cette utilisation et les controverses de DeepSeek. C'est quand même les résultats. On voit quand même dans les résultats que c'est très orienté sur la politique chinoise. On le voit sur les questions liées au Tibet, aux Ouïghours. Donc il y a quand même une influence politique qui n'est évidemment pas neutre et qui fait que, en effet, je suis assez d'accord avec vous, c'est une opportunité pour la France de dire, nous, on a peut-être une régulation, mais on va créer un cadre d'IA éthique, neutre,
et transparent. Parce qu'utiliser une IA, certes gratuite, chinoise, qui nous oriente sur des questions politiques, je trouve ça assez inquiétant. Et concernant les soupçons de vol de données, je trouve que c'est quand même assez amusant, parce qu'OpenAI, on s'interroge quand même sur le point de savoir comment ils ont entraîné également leurs algorithmes. Non, mais ce sont des sujets qui ne sont pas de même nature, hein, madame. Oui, non, il y a quand même un sujet de transparence, puisque OpenAI a aussi alimenter ces LLM sur des outils qui sont copyrightés et protégés par le droit d'auteur. On est d'accord, et je ne mets pas en cause, effectivement, on peut répondre, DeepSeek a volé les méthodes d'entraînement d'OpenAI contre OpenAI qui a utilisé des données couvertes par de la propriété intellectuelle. C'est pas ça le sujet. C'est quand on dit que 5,5 millions pour entraîner, pour développer intégralement un modèle de langage open source, le distribuer, voilà. Ça, on n'est pas sûr. C'est ça qu'il faut interroger, vous voyez. Après qu'il y ait de la propriété intellectuelle qui soit volée, alors ça, évidemment, et c'est pas bien, et il faut le dénoncer. Mais en l'occurrence, c'est sur ces chiffres astronomiques de frugalité de DeepSeek qu'il faut vraiment rester aujourd'hui, je pense, assez prudent sur la réalité de ce qui est annoncé. C'est ça dont je voulais parler. Mais on a quand même un modèle qui a émergé en un temps record, qui est disponible et qui fait ses preuves, qui a du succès partout dans le monde. Mais s'il a besoin d'OpenAI pour être créé, il faut ajouter les chiffres d'OpenAI aux chiffres de... Alors, je voulais aussi vous faire réagir au tweet de Yann Lequin, parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le mot de open source. Donc, Yann Lequin qui nous dit à ceux qui voient la performance de DeepSeek et pensent que la Chine dépasse les États-Unis en IA, il dit vous avez une mauvaise lecture, parce que ce sont les modèles à source ouverte qui dépassent les modèles propriétaires. Donc, on se dit, nous, c'est la carte qu'on essaye de jouer quand même depuis quelques temps, ce modèle open source qui va nous permettre d'émerger aussi dans l'IA. Sauf que, dans le même temps, s'est passé quelque chose de malheureux. La polémique, je voulais vous lancer là-dessus, sur la polémique autour de Lucie, donc qui est une initiative portée par la communauté française OpenLLM. Donc qui est open source, qui a une vocation, qui est portée aussi par l'Éducation nationale, qui a une vocation à être un langage ouvert français pour l'éducation, et qui s'est pris, mais alors là, un tollé du fait de ses piètres résultats. Il faut beaucoup relativiser la polémique, je pense. Mauvais timing quand même. Ouais, mauvais timing, sorti peut-être trop tôt. C'est ce que reconnaissent d'ailleurs les porteurs du projet. Avec sans doute aussi des problèmes de data center qui sont publics en anglais, pas toujours en open source, et donc une petite difficulté au démarrage. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut relativiser cette lancée qui est quand même à féliciter, parce que c'est vrai qu'on est toujours dans une rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine. Là, on a un chatbot LLM made in France, et il faut l'encourager et se dire que le démarrage a un peu capoté, mais l'envolée va arriver. Agatha ? Il faut surtout opérer un changement des mentalités. On doit accepter que l'échec fait partie du parcours et de l'innovation, de la recherche et de l'entrepreneuriat. Aux États-Unis, on accepte ce principe vraiment des bases. Est-ce que quelqu'un se souvient de la première version des ChatGPT ? Bien sûr. C'était horrible. Et on a découvert d'ailleurs le terme d'hallucination à ce moment-là. Et même avant, c'était juste pas pertinente. Mais on l'a juste oublié parce qu'OpenAI, n'a pas arrêté de développer sa technologie juste parce que la première version n'était pas bonne. On a eu aussi Google qui a sorti son Gemini un petit peu tôt et qui... c'est normal. Et finalement est revenu en arrière. Voilà. On fait des modifications, on prend les retours et on avance. Et c'est ça, il ne faut surtout pas sanctionner cette première échec parce que ça nous apprend des choses aussi sur ce qu'on peut améliorer. Il faut continuer d'innover, il ne faut surtout pas lâcher la course à ce stade. Absolument d'accord. Et je crois que c'est pas un échec technologique, c'est pas un échec du développement, c'est un échec de communication. Voilà. Il faut peut-être... Ils ont voulu faire vite avant le sommet de l'IA, je pense, à vite. Oui, donc Pierre, tout ça est arrivé en même temps que DeepSeek. On se dit, alors là, vraiment, mais on est tellement loin, tellement loin. Tellement loin, je n'en sais rien. Et je reviens sur les doutes qu'il faut cultiver à propos de DeepSeek avant de pouvoir dire effectivement, parce que Lucie, manifestement, n'a pas été entraînée en distillant les produits d'OpenAI. Donc, les sujets sont différents, vous voyez. C'est-à-dire que nous, en France, en Europe, on respecte certaines règles qui sont d'ailleurs parfois des handicaps pour ces grands modèles de langage. On a des fonctionnalités d'IA aujourd'hui qui ne sont pas disponibles en Europe, du fait aussi de nos règles très strictes.
Je me permets peut-être de nuancer là-dessus parce que la course à l'IA finalement ne sera pas gagnée par qui sort en premier le prochain LLM ou les prochains modèles. Les modèles commencent à se rassembler. On a une convergence des résultats, on commence à plafonner. Là où on va s'imposer, les entreprises qui vont pouvoir s'imposer sont celles qui vont trouver des clients et qui vont arriver à les fidéliser et qui auront des business durables. Et le business model durable, nous, on le retrouve beaucoup dans la French Tech et dans les startups européennes en général. Dans notre mapping, on trouve que déjà 54% des startups françaises dans l'IA Combien sont vous dites 54%. 54. Tout à fait. Ça veut dire qu'ils ont trouvé leur business model, leurs clients. D'ailleurs, dans notre mapping, on affiche aussi leurs principaux clients pour montrer qu'il y a de la vraie confiance du marché. Et c'est ces entreprises-là qui vont gagner sur le long terme. Les LLM, aujourd'hui, ça devient une infrastructure de plus en plus. Les coûts vont baisser et ils vont être de plus en plus homogène. L'innovation va être qu'est-ce qu'on y fait avec. Et c'est pour ça que nous, on pense que, en tous les cas, pour les entreprises, ce sont des modèles certainement plus petits, qui seront vraiment fine-tunés pour un usage, qui seront donc d'utilisation beaucoup plus frugaux et qui vont s'imposer avec des tâches bien spécifiques, bien dédiées, dans un secteur d'activité déterminé. Et c'est là-dessus que et je crois qu'il va y avoir... On l'avait dit sur ce plateau, je crois, avec Lighton, quand vous aviez reçu Lighton. Oui, qui a annoncé son entrée en bourse, d'ailleurs, à ce moment-là. Ça n'empêche qu'on cherche quand même, nous aussi, des milliards. Donc la France qui cherche 2,5 milliards d'euros sur 5 ans pour financer sa fondation sur l'IA. C'est quelque chose donc, qui doit faire l'événement au moment du sommet de l'IA à Paris. Il faut trouver 500 millions tout de suite. Dès cette année pour développer une IA qui va être au service de l'intérêt général. Ça vous parle? On a une chance de les trouver? Auprès de qui? C'est l'urgence du moment? Réaction? Ouais, trouver 2,5 milliards sur 5 ans pour ça, c'est pas ça qui va être compliqué. Mais il ne faut pas oublier une IA au service de l'intérêt général. Ça veut dire in fine, des infrastructures cloud de confiance qui sont également mises au service de l'intérêt général et non pas de l'intérêt des entreprises qui les opèrent. Donc, parce qu'in fine, le numérique, c'est du hardware, ce sont des data centers, c'est de l'énergie, si possible, décarbonée. Et d'ailleurs, la France a plutôt un avantage sur ce plan-là. Et c'est l'ensemble des piles qui doivent être aujourd'hui mises en œuvre pour distribuer une IA qui serait d'intérêt général. Ça vous semble assez clair comme projet aujourd'hui pour vous dire, bah oui, c'est important, il faut absolument qu'on mette le paquet là-dessus? L'ambition est très très pertinente. Nous, on trouve que 24% des startups françaises ont du mal à accéder à la donnée pour développer leur technologie. Du coup, l'idée de cette fondation qui mettrait les données d'intérêt général à disposition des chercheurs et d'entreprises européennes est saluable. Et ça me rappelle le Health Data Hub, mais justement, le défi quand même va une catastrophe. Comment ça va s'intégrer avec tous les autres projets? Il y en a bien d'autres aussi au niveau européen qui ont cherché ces dernières années de se mettre en place. L'enjeu est toujours comment on motive ceux qui détiennent les données à les mettre à disposition. Et dans quelles conditions? Surtout parce qu'on parle des données vraiment très différentes. Mais de continuer d'investir dans l'IA, c'est essentiel parce que c'est un axe de compétitivité et stratégique sur le long terme. Et ça, c'est une tendance de fond. On les voit, ça fait des années qu'on en parle. C'est là pour rester. Mais c'est vrai que c'est clé, la question de la confiance. Je dirais que c'est vrai qu'on est un peu en recherche de solutions pour stimuler la croissance, relancer la compétitivité de la France. Encore faut-il que cette fondation, elle ait des objectifs clairs. Qu'est-ce qu'elle va faire de cet argent? Est-ce que ça va être pour justement ces 750 startups qui ont besoin de data, qui ont besoin de financement, qui ont besoin d'open source, de cloud souverain? Donc voilà, c'est l'objectif qu'on attend pour nous permettre de faire face à la compétitivité chinoise, américaine, et avoir des solutions un peu financièrement boostantes pour nos entreprises. Pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que ce serait librement accessible pour les chercheurs et vendu à un prix modique aux startups. Il y a quand même un sujet, c'est que nous, on interroge quand même tous les projets qui ont un périmètre strictement national. Ce type de projet, il faut qu'il s'inscrive dans une dynamique européenne parce que le marché pertinent pour le numérique, pour le cloud, pour l'IA, pour les échanges de données de confiance, c'est bien entendu l'Union européenne. La régulation, elle doit être Union européenne. On ne doit pas se retrouver avec des régulateurs, 27 régulateurs à chaque fois qu'on change, qu'on traverse une frontière. Ce sont des choses qui ne fonctionnent pas, ça. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va attendre la Commission et les 27 États membres. Et on a déjà, d'ailleurs, un ensemble de frameworks qui permettent d'organiser ces espaces d'échange de données au service de l'intelligence artificielle en Europe. Ça s'appelle Gaia-X.
et qui a bien travaillé, même si on n'en parle plus beaucoup actuellement. Cela dit... Parce qu'on est parti un peu sur une mauvaise piste au départ avec Gaia X quand même, Henri. Les gens n'avaient pas compris de quoi il s'agissait. Je ne sais pas si même au départ le projet était clair, ou est-ce qu'il a changé? En tout cas, il était clair pour les porteurs. Hein. Ouais. Voilà, absolument. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir là-dessus, et parce que c'est une condition de la confiance pour des échanges de données sensibles et stratégiques. Je reviendrai peut-être justement sur la Commission européenne, parce que juste hier, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a fait son annonce de la stratégie de compétitivité pour l'Europe. Ça inclut énormément de choses sur la technologie et notamment une stratégie sur les données. Du coup, l'annonce qui fait la France, ça donne encore davantage de légitimité à ce qu'on a envie de faire en Europe. L'idée des espaces de données européens existe depuis plus de 5 ans. Là, il faut le mettre en place. Du coup, on tend tous dans la même direction et ça, c'est positif. Et on espère que ça se concrétise au moment du sommet à Paris. Début février. Quelles sont vos plus grandes attentes pour ce sommet? Des annonces sur l'harmonisation des règles. Moi, en tant qu'avocat, c'est vrai que je suis beaucoup confrontée aux arguments qui font qu'on a trop de régulation. C'est vrai, on a beaucoup de régulation. On a NIS 1, NIS 2 qui arrivent, DORA pour les entités financières, tout un tas de paquets législatifs. CRA, Cyber Resilience Act. Il y en a pas tous les cités, je crois. vrai. La révision du Cyber Security Act qui arrive cette année. Donc, je dirais que je voudrais rassurer pour dire que le cadre, il est nécessaire. Il permet également de construire. Quand on construit une maison, on a besoin d'un cadre, de fondement, de piliers forts. Après, j'en attends de ce sommet qu'il y a un mouvement qui explique que la souplesse est nécessaire, que l'harmonisation est nécessaire, parce que sinon, on ne va pas y arriver. On va être contraint avec trop de régulation et pas assez de licornes. Nous, notre grande attente pour le sommet, c'est faire du business. France Digital, on est co-organisateur de il y a une journée business. Tout à fait. En parallèle du sommet officiel des chefs d'État. Et nous, on voit, l'enjeu est très clair aujourd'hui que 13% des entreprises européennes adoptent l'IA. Et le grand levier des croissances pour toutes les pépites françaises, c'est justement d'arriver à toucher des clients. Nous, notre enjeu, ça va essayer de créer ces ponts et de créer des contrats sur le long terme, pas que entre entreprises françaises, mais vraiment en faire un événement européen et international. Tout à fait. Un peu le CIS de l'IA qui se jouerait à Station F, donc le 11 février. Nous, ce qu'on en attend essentiellement, c'est une prise de conscience de l'impérieuse nécessité qu'il y ait une harmonisation au niveau international sur la façon dont on peut réguler le développement d'outils d'intelligence artificielle, avec, dans le contexte actuel, une faible chance d'arriver à une telle prise de conscience. Voilà, mais il faut pas oublier que c'est quand même quelque chose qui... On l'a fait sur d'autres domaines au niveau international, et on s'est régulé, par exemple, l'usage de l'espace aérien, l'usage de l'espace orbital, l'usage des espaces océaniques internationaux. Donc on sait réguler des espaces comme ça. L'espace numérique avec l'intelligence artificielle devra faire certainement l'objet d'une forme de régulation mondiale. On peut l'espérer, en tous les cas, qu'il y ait un début de prise de conscience. L'occasion d'une grande coopération internationale. Merci beaucoup, Henri Dagrin du SIGREF, Julie Jacob de Jacob Avocat et Agatha Hidalgo de France Digital pour vos commentaires. C'était Smart Tech et notre grand débrief. On se retrouve très vite. À bientôt sur la chaîne Be Smart for Change.